L'Espagne est confrontée à un nouveau changement religieux et personne ne parle de ce que cela signifie réellement. Permettez-moi de vous ramener au 11 mars 2024. C'était le jour où le gouvernement espagnol, dirigé par le Premier ministre Pedro Sánchez, a annoncé un accord historique avec le Maroc pour renforcer la coopération bilatérale, en matière de migration, de sécurité, ce qui est le plus intrigant, des affaires religieuses. Les médias l'ont présenté comme une victoire diplomatique de routine, une nouvelle étape dans la danse sans fin de l'Europe avec l'Afrique du Nord sur le contrôle des frontières. Mais si vous suivez mon travail depuis un certain temps, vous savez que je ne crois pas aux coïncidences en matière de géopolitique. Il ne s'agissait pas seulement de visa ou de commerce. C'était la première reconnaissance publique de quelque chose de bien plus important. L'Espagne est en train de subir une transformation religieuse, une transformation qui pourrait remodeler son identité, ses alliances et sa place dans le monde. Et presque personne ne se pose les bonnes questions quant à savoir qui a tout à gagner et qui a à perdre. J'ai passé les 3 dernières décennies à étudier la façon dont les changements religieux se croisent avec les politiques de puissance, depuis le déclin de l'Empire ottoman jusqu'à la montée de l'islam politique au XXe siècle. Ce qui se passe aujourd'hui en Espagne n'est pas seulement une curiosité culturelle. Il s'agit d'un réalignement stratégique qui se déroule lentement, que les élites occidentales ignorent ou délibérément minimisent. Et si nous n'y prêtons pas attention, nous pourrions nous réveiller un jour pour découvrir que l'Espagne que nous pensions connaître une nation laïque à majorité catholique au cœur de l'Europe est tranquillement devenue tout autre chose. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez. L'histoire racontée par le gouvernement Sich et ses alliés à Bruxelles montre que l'Espagne devient plus diversifiée, plus tolérante et plus moderne. Le déclin du catholicisme est une évolution naturelle, un signe de progrès. Selon le Centre Sich de recherche sociologique, le pourcentage de Siars s'identifiant comme catholiques est passé de 80% dans les années 1990 à seulement 52% en 2023. Pendant ce temps, le nombre de personnes qui se décrivent comme non religieuses a grimpé à 40%, les athées et les agnostiques constituant désormais le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide. Le gouvernement considère cela comme une preuve de la sécularisation de l'Espagne, une tendance qui se reflète dans toute l'Europe occidentale. Ils soutiennent que la montée de l'islam, aujourd'hui la 2e religion du pays, avec environ 2,5 millions de musulmans, est simplement un sous-produit de l'immigration, une période d'ajustement temporaire alors que l'Espagne devient plus pluraliste. L'Union européenne, pour sa part, s'est empressée de considérer cela comme une réussite. Dans un rapport de 2023, la Commission européenne a salué l'approche inclusive de l'Espagne à l'égard de la diversité religieuse, soulignant ses efforts pour intégrer les communautés musulmanes à travers des mosquées financées par l'État, des programmes de certification halal et même l'inclusion de la finance islamique dans son secteur bancaire. Le gouvernement Sich a fait tout son possible pour présenter cela comme un modèle pour le reste de l'Europe, une manière d'éviter les tensions sociales qui ont tourmenté la France et l'Allemagne. Le Premier ministre Sánchez lui-même a qualifié le pluralisme religieux espagnol de « force et non de faiblesse » et a souligné à plusieurs reprises que son gouvernement s'engage à protéger les droits de toutes les confessions. Les médias ont largement repris ce récit. De grands médias comme El País et The Guardian ont publié des articles sur « l'avenir post-catholique » de l'Espagne, souvent avec un ton d'optimisme prudent. Ils soulignent le nombre croissant de mariages mixtes, la baisse de la fréquentation des églises et la visibilité croissante des festivals culturels islamiques dans des villes comme Barcelone et Madrid. Certains suggèrent même que l'expérience espagnole pourrait offrir un modèle sur la manière dont l'Europe peut gérer ses propres transitions religieuses sans sombrer dans le genre de réaction violente de l'extrême droite observée dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne. Mais voici le problème, il est au mieux incomplet et au pire délibérément trompeur. Parce que ce que la version officielle laisse de côté est bien plus important que ce qu'elle inclut. Déconstruire ce qui se passe réellement. Commençons par les chiffres. Le gouvernement Sich aime citer le déclin du catholicisme comme preuve de la sécularisation, mais les données racontent une histoire plus compliquée. Certes, moins de Siars s'identifient comme catholiques aujourd'hui que par le passé, mais cela ne signifie pas qu'ils ont complètement abandonné la religion. En fait, les données du CIS montrent que si 52% des Siars se disent encore catholiques, seulement 18% environ assistent régulièrement à la messe. Le reste, ce sont ce que les sociologues appellent des catholiques culturels, des gens qui peuvent baptiser leurs enfants ou célébrer Noël et Pâques, mais qui ne pratiquent pas activement leur foi.
Il ne s'agit pas d'une laïcisation au sens traditionnel du terme. Il s'agit d'une lente dérive vers une sorte de christianisme passif et nominal, qui pourrait facilement être remplacé par un mouvement religieux plus affirmé. Et c'est là que l'islam entre en jeu. Le récit officiel traite la population musulmane espagnole comme un groupe statique et assimilateur, mais la réalité est bien plus dynamique. Les 2,5 millions de musulmans d'Espagne ne sont pas seulement des immigrants, ils constituent une population en croissance rapide, avec des taux de natalité élevés, des institutions communautaires fortes et une influence politique croissante. Selon une étude réalisée en 2022 par le Real Instituto Elcano, la population musulmane d'Espagne devrait atteindre 4,5 millions d'ici 2030, ce qui en ferait l'un des groupes religieux à la croissance la plus rapide du pays. Plus important encore, cette croissance n'est pas uniformément répartie. Dans des villes comme Ceuta et Melilla, enclave siche sur la côte nord-africaine, les musulmans représentent déjà près de 50% de la population. En Catalogne, ce chiffre approche les 10%. Et dans certains quartiers de Madrid et de Barcelone, les musulmans sont en passe de devenir majoritaires d'ici la prochaine décennie. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'Espagne est sur le point de devenir un État islamique. Ce n'est pas ainsi que ces choses fonctionnent. Mais ce qui se produit est un déplacement progressif du centre de gravité religieux du pays, qui pourrait avoir de profondes implications sur sa politique, sa culture et sa politique étrangère. Et voici où cela se produit, ce changement ne se produit pas dans le vide. Elle est activement façonnée par des acteurs extérieurs qui voient l'Espagne comme une récompense stratégique dans un jeu beaucoup plus vaste. Prenez l'accord de mars 2024 avec le Maroc. En apparence, il s'agissait de migration et de sécurité, deux questions qui dominent les relations de l'Espagne avec son voisin du Sud depuis des années. Mais enfoui dans les petits caractères se trouvait bien plus un engagement à renforcer la coopération dans les affaires religieuses, y compris la construction de nouvelles mosquées, la formation des imams et la promotion du dialogue interreligieux. Maintenant, pourquoi le Maroc, un pays ayant sa propre relation complexe avec l'islam, se soucierait-il autant du paysage religieux espagnol ? La réponse réside dans la géopolitique. Le Maroc s'est longtemps considéré comme le leader du monde islamique au Maghreb, un rôle qu'il a utilisé pour projeter son influence à travers l'Afrique et en Europe. En se positionnant comme une force modératrice au sein de l'islam, le Maroc s'est assuré des alliés dans le Golfe, aux États-Unis et même en France. Mais l'Espagne représente une opportunité unique. Contrairement à la France, qui a une histoire longue et souvent controversée avec sa population musulmane, l'Espagne n'a pas de bagage colonial en Afrique du Nord. Contrairement à l'Allemagne, qui a connu des difficultés d'intégration, l'Espagne a une politique d'immigration relativement ouverte. Et contrairement à l'Italie, qui est toujours aux prises avec son identité catholique, le paysage religieux espagnol est déjà en pleine mutation. Pour le Maroc, l'Espagne est un fruit à portée de main, une chance d'étendre son influence en Europe sans le type de résistance auquel elle pourrait être confrontée ailleurs. Mais le Maroc n'est pas le seul acteur dans ce jeu. L'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie investissent discrètement depuis des années dans les communautés musulmanes d'Espagne. Les Saoudiens, en particulier, ont investi des millions dans la construction de mosquées et de centres culturels islamiques, souvent dans le but explicite de promouvoir le wahhabisme, une interprétation stricte et ultra-conservatrice de l'islam. Les Qataris, quant à eux, se sont concentrés sur les médias et l'éducation, finançant des écoles islamiques et des chaînes de télévision en langue arabe. Et les Turcs ? Ils travaillent par l'intermédiaire du Diyanet, l'autorité religieuse de l'État turc, pour former des imams et distribuer du matériel religieux promouvant la vision de l'islam d'Ankara. Maintenant, vous pourriez l'être. Et alors ? L'Espagne est un pays souverain. S'il veut avoir un paysage religieux plus diversifié, c'est son affaire. Et à un certain niveau, vous auriez raison. Mais voici que les changements religieux ne se produisent pas de manière isolée. Ils sont liés au pouvoir, à l'identité, peut-être plus important encore, à la géopolitique. Et lorsque des acteurs externes commencent à façonner le paysage religieux d'un pays, ils ne changent pas seulement sa culture. Ils changent d'allégeance. La géopolitique, comment l'Espagne est devenue un champ de bataille. Pour comprendre pourquoi le changement religieux en Espagne est important, il faut regarder la situation dans son ensemble. Nous vivons à une époque de compétition entre grandes puissances,
où les États-Unis, la Chine et la Russie rivalisent tous pour influencer ce qui reste du monde unipolaire. L'Europe, pour sa part, est prise au milieu, un continent riche en ressources et en profondeur stratégique, mais de plus en plus divisé et incertain quant à sa propre identité. Et au sein de l'Europe, l'Espagne occupe une position unique. C'est un pont entre l'Europe et l'Afrique, une porte d'entrée vers la Méditerranée et un pays ayant des liens historiques profonds avec le monde islamique et les Amériques. Pour les États-Unis, l'Espagne est depuis longtemps un allié clé de l'OTAN, un partenaire fiable dans la guerre contre le terrorisme et un nœud essentiel du réseau militaire mondial américain. Les États-Unis ont des bases à Rota et Morón, qui servent de sites d'opérations avancées pour tout, depuis les opérations antiterroristes jusqu'aux éventualités au Moyen-Orient. Mais ces dernières années, l'influence de Washington en Espagne a diminué. La montée des gouvernements de gauche, le scepticisme croissant à l'égard de la politique étrangère américaine et l'affirmation croissante des propres intérêts stratégiques de l'Espagne ont tous érodé le lien transatlantique. Et dans ce vide sont entrés d'autres acteurs, des acteurs qui voient l'Espagne non seulement comme un allié militaire, mais aussi comme un champ de bataille culturel et religieux. La Chine, pour sa part, a fait une percée en Espagne grâce à ses investissements économiques et à son soft power. L'initiative, la ceinture et la route, a amené de l'argent chinois dans les ports de Siche, dans des projets d'infrastructure et même dans des clubs de football. Mais le véritable intérêt de Pékin pour l'Espagne n'est pas seulement économique. Il s'agit de façonner le récit. La Chine entretient discrètement des relations avec les communautés musulmanes d'Espagne, en offrant des bourses pour étudier en Chine, en finançant des programmes d'études islamiques dans les universités siches et en parrainant même des échanges culturels. Le but ? Présenter la Chine comme un ami de l'islam, un contrepoids à l'hostilité perçue de l'Occident envers les musulmans. Et ça marche. En 2022, une délégation d'imams sikhs s'est rendue au Xinjiang, où ils ont salué le traitement réservé par la Chine aux musulmans ouïghours, une décision qui a rendu furieux les groupes de défense des droits humains mais qui a bien fonctionné à Pékin. La Russie, quant à elle, a adopté une approche différente. Moscou ne se fait aucune illusion quant à la conversion des Siares à l'orthodoxie, mais considère l'Espagne comme un maillon faible de l'alliance de l'OTAN. Par le biais de campagnes de désinformation, de cyberopérations et de réseaux d'influence secrets, la Russie a cherché à exploiter les divisions internes de l'Espagne, notamment religieuses. En 2021, les services de renseignement de Siche ont découvert une opération liée à la Russie visant à amplifier le sentiment anti-musulman en Espagne, dans le but de déstabiliser le pays et de saper son gouvernement pro-OTAN. L'opération a échoué, mais c'est un signe clair que Moscou considère le paysage religieux espagnol comme un facteur de pression potentiel. Et puis il y a les États du Golfe. Pour l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, l'Espagne représente une opportunité d'étendre son influence en Europe sans le genre de réactions négatives auxquelles ils ont été confrontés dans des pays comme la France ou la Belgique. Les Saoudiens, en particulier, ont été agressifs dans leur action de sensibilisation, finançant des mosquées, des écoles islamiques et même des médias islamiques en langue siche. Leur objectif n'est pas seulement de promouvoir le wahhabisme, il s'agit de créer un réseau d'influence qui peut être activé en cas de besoin. Et dans un monde où les politiques énergétiques, les flux migratoires et les alliances de sécurité sont de plus en plus étroitement liés, ce type d'influence n'a pas de prix. Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? Cela signifie que le changement religieux en Espagne n'est pas seulement une question intérieure. C'est une question géopolitique. Et les acteurs impliqués ne sont pas de simples observateurs passifs, ils sont des participants actifs, chacun avec son propre agenda. La question, que se passe-t-il lorsque ces agendas entrent en collision ? Militaire et stratégique, pourquoi c'est important pour l'OTAN ? Parlons de la dimension militaire, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'Espagne n'est pas n'importe quel pays européen. Il s'agit d'un nœud critique du flanc sud de l'OTAN, d'un pays doté de bases stratégiques, d'une marine puissante et d'une position géographique qui le rend indispensable au contrôle de la Méditerranée. Les États-Unis comptent depuis longtemps sur l'Espagne comme base d'opérations avancées pour leurs opérations militaires en Afrique et au Moyen-Orient. Les bases de Rota et Morón abritent des milliers de soldats américains, ainsi que le système de défense antimissile Aegis Ashore, un élément clé de l'architecture de défense antimissile balistique de l'OTAN. Mais voilà, les alliances militaires sont fondées sur la confiance. Et la confiance se construit sur des valeurs partagées.
Depuis des décennies, l'Espagne et les États-Unis sont alignés sur les grandes questions, la démocratie, la laïcité et le lien transatlantique. Mais que se passe-t-il lorsqu'un de ces piliers commence à se fissurer? Que se passera-t-il lorsque le paysage religieux espagnol commencera à évoluer d'une manière qui rendra son alliance avec les États-Unis moins confortable? Nous en avons déjà vu des indices. En 2020, le gouvernement de coalition de gauche espagnol, soutenu par le parti d'extrême gauche Podemos, a fait adopter une loi interdisant de fait l'affichage de symboles religieux dans les espaces publics. La loi a été présentée comme une victoire laïque, mais son véritable impact a été de cibler les traditions catholiques tout en laissant les symboles islamiques largement intacts. Le département d'État américain, dans son rapport annuel sur la liberté religieuse, a souligné l'impact disproportionné de la loi sur les chrétiens, sans toutefois critiquer directement l'Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne est trop importante pour s'aliéner. Mais le véritable test viendra lorsque la population musulmane espagnole atteindra une masse critique. Nous constatons déjà ce phénomène dans d'autres pays européens. En France, le gouvernement a interdit le hijab dans les écoles et les bureaux publics, suscitant des réactions négatives de la part des communautés musulmanes et des accusations d'islamophobie. En Allemagne, la montée de l'AfD d'extrême droite a été alimentée en partie par le sentiment anti-musulman. Et au Royaume-Uni, le gouvernement a eu du mal à trouver un équilibre entre son engagement en faveur du multiculturalisme et les exigences de sa population musulmane, des exigences qui entrent parfois en conflit avec les valeurs britanniques. L'Espagne a jusqu'à présent évité ce genre de tension. Mais cela s'explique en grande partie par le fait que sa population musulmane est encore relativement petite et politiquement fragmentée. Cela ne durera pas éternellement. À mesure que la communauté musulmane grandit, ses revendications augmenteront également, plus de mosquées, plus de nourriture halal, plus d'écoles islamiques, plus de représentation au sein du gouvernement. Et à mesure que ces revendications augmentent, les réactions négatives des populations laïques et catholiques espagnoles augmenteront également. Imaginez maintenant un scénario dans lequel le gouvernement espagnol, sous la pression de sa communauté musulmane, commencerait à prendre ses distances par rapport à l'OTAN. Imaginez un avenir dans lequel la politique étrangère de l'Espagne commencerait à s'orienter vers les États du Golfe, ou dans lequel ses bases militaires deviendraient moins accessibles aux forces américaines. Ce n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. Nous avons déjà vu cela se produire en Turquie, où le président Erdogan a utilisé la position stratégique de son pays pour obtenir des concessions de l'OTAN tout en se rapprochant de la Russie. L'Espagne pourrait-elle suivre une voie similaire? Pas exactement, mais la dynamique est étrangement similaire. Et c'est là que les choses se compliquent encore plus. Le changement religieux en Espagne ne concerne pas seulement l'islam. Il s'agit également du déclin du catholicisme, qui a longtemps été une force unificatrice dans la société siche. Pendant des siècles, le catholicisme a été le ciment de l'unité de l'Espagne, une source d'identité nationale, un rempart contre les menaces extérieures et un cadre moral pour les lois et les institutions du pays. Mais à mesure que le catholicisme disparaît, quelque chose doit prendre sa place. Et si ce quelque chose n'est pas une identité nationale forte et laïque, alors cela pourrait être autre chose, quelque chose importé de l'étranger. La politique intérieure, qui a tout à y gagner? Revenons à la politique intérieure espagnole, car c'est là que le problème se pose. L'Espagne est un pays profondément divisé selon des lignes idéologiques. D'un côté, il y a le gouvernement de coalition de gauche, dirigé par le Parti socialiste de Pedro Sánchez et soutenu par le parti d'extrême gauche Podemos et les partis nationalistes régionaux. De l'autre côté, vous avez le Parti populaire conservateur et le parti d'extrême droite Vox, qui gagnent du terrain en exploitant le sentiment anti-immigration et anti-islam. Pour Sánchez et ses alliés, le changement religieux en Espagne est une opportunité politique. En adoptant le multiculturalisme et le pluralisme religieux, ils peuvent se positionner comme le parti du progrès, le parti qui fait entrer l'Espagne dans le XXIe siècle. Ils peuvent également utiliser cette question pour rallier leur base, des électeurs jeunes, urbains et laïcs qui voient le catholicisme comme une relique du passé. Et en courtisant la communauté musulmane d'Espagne, ils peuvent s'assurer un nouveau bloc électoral, qui pourrait être crucial lors des prochaines élections. Mais il y a un piège. Plus Sánchez s'appuie sur le pluralisme religieux, plus il risque de s'aliéner les électeurs catholiques et laïcs espagnols. Et plus il le fait, plus il fait le jeu de l'extrême droite.
Vox, en particulier, a su exploiter cette dynamique de manière magistrale. En présentant le changement religieux en Espagne comme une menace existentielle, ils ont réussi à rallier des électeurs mécontents et à se positionner comme la dernière ligne de défense contre ce qu'ils appellent l'islamisation. Il s'agit d'un cas classique de ce que les politologues appellent une politique identitaire polarisante. La gauche considère la diversité comme une force, la droite la présente comme une menace et le centre est évincé. Et en Espagne, où les identités régionales constituent déjà une ligne de fracture majeure, cette dynamique est encore plus explosive. La Catalogne, par exemple, est depuis longtemps un foyer de laïcité et d'anticléricalisme. Mais elle abrite également une population musulmane croissante, de plus en plus affirmée dans ses revendications. Le résultat ? Un paysage politique plus fragmenté que jamais, sans consensus clair sur ce à quoi devrait ressembler l'identité nationale espagnole. Et voici que plus l'Espagne est divisée, plus elle est vulnérable aux influences extérieures. Nous avons vu cela se produire dans d'autres pays. En Turquie, Erdogan a utilisé la polarisation religieuse pour consolider son pouvoir. En Hongrie, Viktor Orban a utilisé une rhétorique anti-musulmane pour rallier sa base. Et aux États-Unis, les guerres culturelles sont devenues le proxy de luttes géopolitiques plus profondes. L'Espagne n'est pas différente. Plus ses dirigeants politiques se tournent vers la politique identitaire, plus ils ouvrent la porte aux acteurs étrangers pour exploiter ces divisions. Scénario: que se passe-t-il ensuite? Alors, où tout cela mène-t-il? Examinons 3 scénarios possibles, chacun comportant son propre ensemble de risques et d'implications. Scénario 1, la réussite du pluralisme. Dans ce scénario, l'Espagne parvient à gérer son changement religieux sans bouleversement majeur. Le gouvernement continue de promouvoir le multiculturalisme, la communauté musulmane s'intègre avec succès et le pays évite le genre de réaction d'extrême droite observé dans d'autres pays européens. L'Espagne devient un modèle en matière de gestion de la diversité religieuse au XXIe siècle, un phare de tolérance dans un monde de plus en plus polarisé. Mais ce scénario est loin d'être garanti. En fait, c'est le moins probable des 3 que je m'apprête à décrire. Pourquoi ? Parce que le pluralisme n'est pas le fruit du hasard, il nécessite une politique délibérée, une confiance institutionnelle et un sentiment partagé d'objectif national. Et pour l'instant, il manque ces 3 éléments à l'Espagne. La classe politique du pays est trop occupée à lutter pour l'identité pour construire le type d'institution inclusive qui pourrait permettre que cela fonctionne. La gauche suppose que le multiculturalisme réussira sur pilote automatique, tandis que la droite le traite comme une menace existentielle à laquelle il faut résister à tout prix. Aucune des 2 parties ne pose la question difficile. À quoi ressemble réellement l'intégration dans la pratique? Comment équilibrer la liberté religieuse avec les normes laïques? Et peut-être plus important encore, comment pouvons-nous empêcher les acteurs étrangers de transformer ces divisions en armes? Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le changement religieux en Espagne n'est pas seulement un problème national, c'est un problème géopolitique. Et les enjeux vont bien au-delà du nombre de mosquées ou d'églises à Barcelone. Permettez-moi d'expliquer pourquoi cela est important pour l'architecture de sécurité européenne. Premièrement, il y a la question du rôle de l'OTAN et de l'Espagne dans l'Alliance. L'Espagne est depuis longtemps un membre fiable, quoique quelque peu discret, de l'OTAN. Sa position stratégique contrôlant l'accès à la Méditerranée via le détroit de Gibraltar la rend indispensable à la défense européenne. Mais voilà, les divisions internes de l'Espagne érodent sa capacité à projeter la stabilité. Plus sa classe politique se divise selon des clivages religieux et régionaux, plus il devient difficile de maintenir une politique étrangère cohérente. Nous l'avons vu lors du sommet de l'OTAN de 2022 à Madrid, où le gouvernement de Pedro Sánchez a eu du mal à équilibrer sa rhétorique pro-OTAN avec les exigences de ses partenaires de la coalition d'extrême gauche, dont certains sympathisent ouvertement avec la Russie. Si l'instabilité politique de l'Espagne s'aggrave, elle pourrait devenir un maillon faible dans la défense de l'Europe contre l'agression russe, une vulnérabilité que Moscou étudie déjà. Deuxièmement, il y a la question de l'énergie et de la migration, 2 domaines dans lesquels le changement religieux en Espagne se recoupe avec des tensions géopolitiques plus larges. L'Espagne est la porte d'entrée de l'Europe pour l'énergie nord-africaine, en particulier le gaz algérien, et pour la migration africaine. Les 2 sont des points chauds.
L'Algérie, qui fournit près de la moitié du gaz naturel espagnol, a déjà utilisé l'énergie comme arme politique, coupant ses approvisionnements en 2022 après que l'Espagne a changé sa position sur le Sahara occidental. Imaginez maintenant si le gouvernement algérien qui se présente de plus en plus comme un défenseur des valeurs islamiques décide de lier les exportations de gaz au traitement réservé par l'Espagne à sa minorité musulmane. Ce n'est pas un scénario tiré par les cheveux. Nous avons été témoins de tactiques de pression similaires de la part de la Turquie, qui a utilisé le sort des musulmans européens comme levier dans ses relations avec l'UE. Et puis il y a la migration. La côte sud de l'Espagne est l'un des principaux points d'entrée des Africains subsahariens se dirigeant vers l'Europe. Si l'extrême droite espagnole continue de gagner du terrain, nous pourrions assister à une répétition de la crise de 2018 à 2019, lorsque le gouvernement italien Salvini a fermé ses ports aux navires de migrants, obligeant l'Espagne à intervenir. Mais cette fois, l'Espagne pourrait ne pas être aussi disposée à jouer le rôle de soupape de sécurité humanitaire de l'Europe. Troisièmement, et c'est peut-être le plus dangereux, il existe le risque que des acteurs extérieurs exploitent les divisions religieuses de l'Espagne pour faire avancer leur propre programme. Commençons par le Maroc. Rabat considère depuis longtemps l'Espagne comme un rival, notamment sur le statut du Sahara occidental et des enclaves siches de Ceuta et Melilla. Les services de renseignement marocains sont parmi les plus actifs d'Europe et se sont montrés disposés à s'immiscer dans la politique de Siche. En 2021, le Maroc a délibérément autorisé des milliers de migrants à prendre d'assaut la frontière de Ceuta après que l'Espagne ait accordé des soins médicaux au chef du Front Polisario, une décision largement considérée comme des représailles. Imaginez maintenant si le Maroc décidait de transformer la communauté musulmane d'Espagne en arme. Ce ne serait pas la première fois. En 2004, après les attentats à la bombe contre un train de Madrid, les services de renseignement marocains ont été accusés de dissimuler des informations cruciales qui auraient pu empêcher les attentats. Si les tensions s'accentuent, Rabat pourrait facilement attiser les griefs de la population musulmane espagnole pour faire pression sur Madrid sur le Sahara occidental ou sur d'autres questions. Ensuite, il y a les États du Golfe. L'Arabie saoudite et le Qatar ont dépensé des milliards pour exporter leur islam vers l'Europe, finançant des mosquées, des centres culturels et des écoles religieuses. En Espagne, cette influence est déjà visible. La Fondation Roi Abdulaziz, une organisation financée par l'Arabie saoudite, a été associée à la propagation de l'idéologie salafiste dans les mosquées de Siche. Le Qatar, quant à lui, a investi massivement dans les médias et l'immobilier siche, souvent dans le but de façonner l'opinion publique. Le problème ? Ces pays ne promeuvent pas seulement la religion, ils promeuvent une vision du monde souvent en contradiction avec les valeurs laïques et démocratiques de l'Espagne. Et dans un pays où l'extrême droite met déjà en garde contre une « islamisation », ce type d'influence étrangère revient à jeter de l'huile sur le feu. Laissez-moi tranquille, je ne dis pas que la communauté musulmane d'Espagne constitue une cinquième colonne. La grande majorité des musulmans siches sont des citoyens respectueux des lois qui veulent les mêmes choses que leurs voisins non musulmans, la sécurité, la prospérité et une chance équitable d'accéder à une vie meilleure. Mais cela ne veut pas dire que les acteurs étrangers ne tenteront pas de les exploiter. Et c'est là que la classe politique espagnole a échoué de façon spectaculaire. Au lieu de répondre aux préoccupations légitimes des siars musulmans et non musulmans, ils ont permis que le débat soit détourné par les extrémistes des deux côtés. La gauche rejette toute critique de l'islam en la qualifiant d'islamophobie, tandis que la droite traite chaque musulman comme un terroriste potentiel. Le résultat est un vide que les puissances étrangères ne sont que trop heureuses de combler. Alors, que se passe-t-il si l'Espagne n'arrive pas à se ressaisir ? Cela nous amène au scénario 2, la balkanisation de l'Espagne. Dans ce scénario, les divisions religieuses et régionales du pays s'accentuent au point que la cohésion nationale s'effondre. La Catalogne, déjà semi-autonome, s'éloigne de Madrid, peut-être avec le soutien tacite d'acteurs étrangers qui voient dans une Catalogne indépendante un moyen d'affaiblir l'Espagne. Le Pays basque, qui possède son propre mouvement séparatiste, pourrait emboîter le pas. Pendant ce temps, l'extrême droite acquiert suffisamment de pouvoir pour mettre en œuvre des politiques qui aliènent la communauté musulmane d'Espagne, conduisant à des troubles, voire à des violences. Nous avons déjà vu ce film en Bosnie, en Irlande du Nord, à Chypre. Une fois que la politique identitaire d'un pays atteint un certain point de bascule, il est presque impossible de revenir en arrière.
Les implications militaires de ce scénario sont graves. Les forces armées espagnoles sont parmi les plus professionnelles d'Europe, mais elles ne sont pas à l'abri des divisions politiques du pays. En 2021, un groupe d'officiers militaires à la retraite ont signé une lettre avertissant d'une « guerre civile » si l'intégrité territoriale de l'Espagne était menacée. À l'époque, cette proposition avait été qualifiée d'alarmiste, mais elle révélait un profond malaise dans les rangs quant à l'orientation du pays. Si la crise politique espagnole s'aggrave, nous pourrions assister à un retour au type d'ingérence militaire qui a défini le pays à l'époque de Franco. Et c'est un scénario que personne en Europe ne souhaite revoir. Reste ensuite la question de l'OTAN. Si l'Espagne devient trop instable, elle pourrait perdre sa capacité à contribuer de manière significative à l'Alliance. Les États-Unis ont déjà manifesté leur impatience à l'égard des resquilleurs européens, et le budget de la défense de l'Espagne actuellement à 1,3% du PIB est bien en deçà de l'objectif de 2% fixé par l'OTAN. Si la crise politique espagnole s'aggrave, Washington pourrait décider que cela n'en vaut pas la peine de maintenir l'Espagne dans l'Alliance. Et ce serait un cadeau pour la Russie, qui cherche depuis longtemps à affaiblir le flanc sud de l'OTAN. Mais l'aspect le plus dangereux de ce scénario est peut-être la manière dont il pourrait enhardir d'autres mouvements séparatistes en Europe. Si la Catalogne réussissait à se séparer, cela créerait un précédent qui pourrait inspirer des mouvements en Écosse, en Flandre ou même dans le nord de l'Italie. L'UE, qui a passé des décennies à tenter d'empêcher le continent de se diviser selon des critères ethniques et religieux, se retrouverait soudainement confrontée à une vague de nouvelles crises. Et dans un monde où la concurrence entre les grandes puissances s'intensifie, une Europe fracturée est une Europe vulnérable. Alors, quel est le scénario le plus probable? À l'heure actuelle, je miserais sur un hybride désordonné des deux premiers, une Espagne qui évite un effondrement pur et simple mais reste profondément divisée, avec sa classe politique trop distraite par les guerres culturelles pour relever les véritables défis auxquels le pays est confronté. Et c'est, à bien des égards, l'issue la plus dangereuse de toutes. Parce qu'une Espagne trop occupée à se battre pour son identité pour se concentrer sur la géopolitique est une Espagne mûre pour l'exploitation. Et au XXIe siècle, c'est un luxe qu'aucun pays ne peut se permettre. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le changement religieux en Espagne n'est pas seulement un problème national, c'est une ligne de fracture géopolitique qui pourrait remodeler le calcul stratégique de l'Europe d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Le discours de l'establishment, tant à Madrid qu'à Bruxelles, traite cela comme une curiosité culturelle, un sous-produit pittoresque de la mondialisation. Mais c'est dangereusement naïf. La religion en Espagne ne se limite pas à la messe du dimanche ou au iftar du Ramadan, il s'agit des règles tacites du pouvoir, de l'architecture invisible de l'influence et de la manière dont l'identité est transformée en arme à l'ère de la guerre hybride. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'identité catholique espagnole a été le ciment de la démocratie post-franquiste non pas parce que tout le monde y croyait, mais parce qu'elle fournissait un cadre commun pour la cohésion nationale. Ce cadre est désormais en train de se fissurer. L'enquête CIS de 2023 a montré que seulement 18% des siards de moins de 35 ans s'identifient comme catholiques pratiquants, tandis que la fréquentation des mosquées dans des villes comme Barcelone et Madrid a augmenté de plus de 300% depuis 2000. Il ne s'agit pas seulement d'une question démographique, il s'agit de l'érosion du consensus culturel qui a maintenu la stabilité de l'Espagne depuis la transition. Et lorsque le consensus s'érode, des vides de pouvoir se forment. C'est alors que des acteurs extérieurs interviennent. Voilà pourquoi le changement religieux en Espagne est déjà exploité. Prenons le cas du Qatar. Depuis 2015, le gouvernement qatari a injecté plus de 1,2 milliard d'euros dans les institutions islamiques siches, selon un rapport de 2022 de l'Institut Royal Elcano. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'influence. L'argent a servi à tout, de la construction de mosquées aux bourses d'études pour les imams, sous certaines conditions. En 2020, l'agence de renseignement SICH, CNI, a averti que certaines de ces institutions promouvaient une version de l'islam incompatible avec la constitution laïque espagnole. Mais le gouvernement n'a rien fait. Pourquoi? Parce que la classe politique espagnole a trop peur d'être qualifiée d'islamophobe pour affronter le problème de front. Et puis il y a le Maroc. Le voisin méridional de l'Espagne se considère depuis longtemps comme le protecteur des musulmans d'Europe et utilise ce rôle pour promouvoir ses propres intérêts stratégiques.
En 2021, lorsque l'Espagne a autorisé Brahim Ghali, le chef du Front Polisario, un groupe que le Maroc considère comme une organisation terroriste, à recevoir des soins médicaux dans un hôpital de Sich, Rabat a riposté en inondant Ceuta de milliers de migrants. Il s'agit d'une démonstration brutale de la manière dont le Maroc peut transformer les divisions internes de l'Espagne en une arme géopolitique. Et ça a marché. Madrid a fait marche arrière, revenant sur sa position sur le Sahara occidental quelques mois plus tard. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la coercition. Et cela n'est possible que parce que la classe politique espagnole est trop divisée pour présenter un front uni. Parlons maintenant des implications stratégiques globales. Le changement religieux en Espagne ne se produit pas dans le vide. Cela fait partie d'un schéma plus large de fragmentation civilisationnelle qui se joue à travers l'Occident. En France, l'extrême droite s'élève sur un programme de défense de la laïcité contre l'islam. En Allemagne, l'AfD gagne du terrain en attisant les craintes de sociétés parallèles. Aux États-Unis, les guerres culturelles sont devenues le reflet de questions plus profondes sur l'identité nationale. L'Espagne n'est que le dernier front en date dans cette lutte. La différence ? La crise espagnole survient au moment même où son intégrité territoriale est mise à l'épreuve par le séparatisme catalan, son économie est aux prises avec un chômage des jeunes supérieur à 30% et son armée est mise à rude épreuve par les engagements de l'OTAN. C'est une tempête parfaite. Alors, quelles sont les alternatives de l'Espagne ? La première option est ce que j'appelle le « modèle français », une laïcité dure qui réprime l'expression religieuse au nom de l'unité nationale. Mais l'Espagne n'est pas la France. Son histoire de coexistence religieuse, aussi mythifiée soit-elle, est trop profonde. Une approche à la française aurait l'effet inverse, s'aliénant à la fois la droite catholique et la communauté musulmane, et faisant le jeu des séparatistes. La deuxième option est le « modèle britannique », un multiculturalisme qui embrasse la diversité religieuse mais peine à s'intégrer. Le problème ? L'Espagne n'a pas l'héritage impérial de la Grande-Bretagne ni la capacité institutionnelle à gérer la diversité. La troisième option est le « modèle turc », un État qui coopte la religion pour maintenir le contrôle. Mais cela nécessiterait un niveau d'autoritarisme que la démocratie espagnole ne peut tout simplement pas supporter. Cela nous laisse avec le quatrième pluralisme géré. Cela reviendrait à reconnaître que l'Espagne n'est plus une nation catholique au sens strict du terme, tout en insistant sur le fait que toutes les communautés religieuses fonctionnent dans les limites de la Constitution. Cela nécessiterait un nouveau contrat social, un contrat qui équilibre la laïcité avec la liberté religieuse, l'intégration avec la diversité. Mais voilà, la classe politique espagnole est trop polarisée pour négocier ce genre de compromis. La gauche considère toute discussion sur l'identité religieuse comme un coup de sifflet de droite, tandis que la droite considère la laïcité comme un cheval de Troie pour l'abandon culturel. C'est pourquoi nous sommes coincés dans ces limbes, un pays qui n'est ni catholique ni laïque, ni uni ni brisé, mais qui dérive vers une crise qu'il refuse de nommer. Laissez-moi être, il ne s'agit pas seulement de l'Espagne. Il s'agit de l'avenir de l'Europe. Si l'Espagne ne parvient pas à gérer son changement religieux, elle deviendra un maillon faible de l'Alliance occidentale. Et dans un monde où les grandes puissances se disputent à nouveau l'influence, les maillons faibles ne se contentent pas d'échouer, ils sont exploités. La Russie a déjà montré comment elle peut utiliser la migration, l'énergie et la désinformation comme une arme pour déstabiliser l'Europe. La Chine joue le jeu du long terme, en investissant dans les infrastructures et les médias pour façonner ses discours. Et les pays du Golfe ? Ils ne financent pas seulement des mosquées, ils financent une vision de l'islam incompatible avec la démocratie libérale. La question est que se passe-t-il lorsque ces forces convergent dans un pays déjà au bord du gouffre ? Nous en avons eu un aperçu en 2021, lorsque le Maroc a transformé la crise des migrants de Ceuta en un gourdin géopolitique. Imaginez cela, mais avec la dimension supplémentaire de polarisation religieuse. Une Espagne où l'extrême droite monte, les séparatistes s'enhardissent et la communauté musulmane se radicalise de plus en plus est une Espagne mûre pour l'ingérence étrangère. Et une fois que cela se produira, ce ne sera plus seulement le problème de l'Espagne, mais aussi celui de l'Europe. Alors, où cela nous mène-t-il ? L'issue la plus probable, à mon avis, est une crise lente, une Espagne qui s'en sort sans difficulté, évitant un effondrement pur et simple, mais ne parvenant pas à s'attaquer aux causes profondes de son instabilité.
La classe politique continuera à se quereller sur l'identité tandis que les véritables défis stagnation économique, déclin démographique, vulnérabilité géopolitique ne seront pas résolus. L'armée deviendra de plus en plus rétive. Les séparatistes deviendront plus ambitieux. Et la fracture religieuse va se creuser, non pas parce que quiconque le souhaite, mais parce que personne n'a le courage de l'arrêter. C'est la tragédie du moment en Espagne. Ce n'est pas que le pays soit condamné. C'est qu'il somnambule vers un précipice, trop distrait par les guerres culturelles pour remarquer que le sol bouge sous ses pieds. Et au XXIe siècle, ce n'est pas seulement un problème de Siche, c'est un problème européen. Parce que lorsque la maison est en feu, peu importe la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Les flammes vous trouveront d'une manière ou d'une autre.